Et si les États-Unis s'apprêtaient à frapper de nouveau l'Iran? Alors que beaucoup pensaient la tension retomber, de nouveaux signaux inquiètent Washington, Téhéran et tout le Moyen-Orient. Mouvements militaires inhabituels. Discours plus agressifs. Bases américaines en alerte. Renforts stratégiques repositionnés. Activité diplomatique intense en coulisses. Et surtout, une question que personne n'ose écarter, Donald Trump prépare-t-il une nouvelle série de frappes? Car ce type de décision ne serait pas anodin. Une frappe américaine contre l'Iran ne serait pas seulement une opération ponctuelle. Ce serait un message militaire. Un choc politique. Un test de crédibilité. Et potentiellement le point de départ d'une séquence beaucoup plus dangereuse. Car si les missiles repartent, ce ne sera pas un simple épisode militaire. Ce pourrait être le début d'une escalade incontrôlable. Ripostes indirectes. Attaques régionales. Hausse brutale du pétrole. Pression sur les alliés américains. Tension sur plusieurs fronts en même temps. Dans ce genre de crise, quelques minutes peuvent peser plus lourd que des mois de diplomatie. Les prochaines heures peuvent tout changer. On décrypte tout. Depuis plusieurs jours, le climat se tend de nouveau entre Washington et Téhéran. Les messages diplomatiques se durcissent. Les formules prudentes disparaissent peu à peu pour laisser place à des avertissements plus fermes. Les chaînes d'information parlent d'options militaires remises sur la table. Des experts évoquent des plans déjà prêts. D'anciens responsables rappellent que les capacités de frappe américaines dans la région sont immédiates. Les alliés régionaux, eux, se préparent au pire. Israël renforce sa vigilance. Les monarchies du Golfe surveillent les routes énergétiques. Les bases américaines adaptent leurs dispositifs de sécurité. Et sur les marchés, la nervosité revient. Le pétrole réagit au moindre signal. Les investisseurs scrutent chaque déclaration. Les places financières savent qu'une crise entre Washington et Téhéran peut rapidement devenir mondiale. Car lorsqu'il est question d'un affrontement entre les États-Unis et l'Iran, rien n'est local. Chaque menace peut secouer la planète entière. Une tension dans le Golfe touche l'énergie. Une frappe touche la diplomatie. Une riposte touche les marchés. Une erreur de calcul touche tout le monde. Mais derrière les rumeurs de frappe, une question centrale domine: les États-Unis cherchent-ils à dissuader, ou se préparent-ils réellement à agir? Car il existe une différence immense entre brandir la force et l'utiliser. La première sert à faire pression. La seconde change la réalité. Et aujourd'hui, personne ne sait encore de quel côté Washington s'apprête à basculer. Si le spectre des frappes américaines ressurgit aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce retour de tension répond à plusieurs dynamiques profondes qui se croisent en même temps. Et lorsqu'elles se cumulent, le risque militaire remonte très vite. D'abord, il y a la question de la sécurité des intérêts américains dans la région. Les États-Unis disposent de bases, de navires, de personnel diplomatique et de partenaires stratégiques répartis sur plusieurs points sensibles du Moyen-Orient. À chaque fois que ces positions semblent menacées, Washington se sent obligé de réagir. Parfois par un avertissement. Parfois par des sanctions. Et parfois par la force. Dans la logique américaine, ne pas répondre peut être interprété comme un aveu de faiblesse. Ensuite, il y a la pression politique intérieure. Un président confronté à des critiques sur d'autres sujets peut chercher à reprendre la main sur le terrain international. La politique étrangère offre souvent une image de commandement, de fermeté et de contrôle. Une démonstration de force peut recentrer l'attention médiatique. Elle peut aussi envoyer un message aux adversaires politiques: le président agit pendant que les autres commentent. Donald Trump a souvent privilégié cette logique de puissance visible, directe, spectaculaire. Cela rend l'option militaire plus crédible que sous d'autres présidences plus prudentes. Troisième facteur, la stratégie de dissuasion. Washington peut estimer que l'Iran teste progressivement les limites américaines. Pressions indirectes. Soutien à des groupes alliés. Influence régionale grandissante. Capacité militaire en progression. Dans ce contexte, certains responsables américains considèrent qu'il faut rétablir des lignes rouges claires. Autrement dit, montrer que certaines actions auront un prix immédiat. Et dans cette logique, la frappe devient un langage politique autant que militaire. Mais c'est précisément là que le danger commence. Car entre démonstration de force et passage à l'acte, la frontière est parfois très mince.
Une menace répétée peut obliger à agir pour rester crédible. Un incident local peut précipiter une décision déjà préparée. Une attaque indirecte peut être attribuée à Téhéran et déclencher une riposte rapide. Une erreur de lecture peut transformer une posture en guerre réelle. Il faut aussi comprendre une chose essentielle, les crises entre Washington et Téhéran reposent souvent sur la méfiance mutuelle. Les Américains voient parfois l'Iran comme un acteur expansionniste. L'Iran voit souvent les États-Unis comme une puissance cherchant à l'étouffer stratégiquement. Quand deux camps interprètent chaque geste comme une provocation, le risque d'escalade augmente mécaniquement. Ce qui inquiète aujourd'hui, ce n'est donc pas seulement une volonté délibérée de guerre. C'est la combinaison de plusieurs pressions, sécurité, politique intérieure. Crédibilité stratégique, méfiance réciproque et rapidité des événements. Autrement dit, personne ne veut forcément la guerre. Mais plusieurs mécanismes peuvent y conduire malgré tout. Face aux menaces américaines, l'Iran ne réagit jamais de manière simple ou linéaire. Sa stratégie repose depuis des années sur un équilibre délicat, résister sans céder, riposter sans s'exposer totalement, projeter de la puissance, sans provoquer une guerre frontale impossible à maîtriser. Téhéran sait qu'il ne possède pas la puissance militaire conventionnelle des États-Unis. Il sait aussi qu'un affrontement direct massif serait extrêmement coûteux. Sur le plan humain. Sur le plan économique. Sur le plan politique intérieur. C'est pourquoi l'Iran privilégie généralement une stratégie indirecte. Montrer qu'il peut nuire, sans offrir une cible claire à une riposte écrasante. Cela passe par plusieurs leviers. D'abord, la posture nationale. Le régime iranien doit apparaître solide, souverain et résistant face aux pressions extérieures. Céder ouvertement aux menaces américaines serait perçu comme une faiblesse, aussi bien à l'intérieur du pays qu'auprès de ses partenaires régionaux. Ensuite, l'influence régionale. L'Iran a construit au fil du temps des relais politiques, militaires et idéologiques dans plusieurs zones stratégiques. Cette profondeur régionale lui permet d'exercer une pression sans confrontation directe permanente. C'est un outil de négociation, mais aussi de dissuasion. Troisième objectif, gagner du temps. Temps diplomatique. Temps économique. Temps technologique. Temps politique. Téhéran sait que les équilibres internationaux évoluent sans cesse. Changement de présidents américains. Fatigue des opinions publiques occidentales. Nouvelle crise mondiale. Division entre alliés occidentaux. Dans cette logique, tenir peut parfois suffire à améliorer sa position. Si Washington décide de reprendre les frappes contre l'Iran, l'impact serait immédiat. Et surtout, il dépasserait largement la cible visée. Car dans une région aussi sensible, une frappe n'est jamais seulement une frappe. C'est un signal politique. Un message militaire. Un déclencheur potentiel. D'abord, il y aurait la dimension militaire. Les États-Unis disposent d'une puissance de feu considérable et peuvent frapper rapidement des infrastructures, des positions stratégiques ou des capacités jugées menaçantes. Mais la vraie question n'est pas ce que Washington peut toucher. La vraie question est, comment l'Iran choisira de répondre. Téhéran peut riposter directement. Par missile. Par drone. Par pression maritime. Ou indirectement, via des groupes alliés présents dans plusieurs zones de la région. C'est ce qui rend toute opération américaine difficile à contenir. Même limitée sur le papier, elle peut produire des effets bien plus larges sur le terrain. Ensuite, il y aurait la dimension économique. Le Moyen-Orient reste central pour l'énergie mondiale. Une reprise des frappes ferait immédiatement remonter les tensions sur les routes pétrolières, sur les assurances maritimes, sur les anticipations des marchés. Le prix du pétrole pourrait bondir en quelques heures. Et quand l'énergie grimpe, les conséquences se diffusent partout, inflation, transport, industrie, pouvoir d'achat, croissance mondiale. Autrement dit, un missile tiré dans la région peut finir par peser sur le quotidien de millions de personnes très loin du conflit. Troisième choc, la dimension diplomatique. Les alliés des États-Unis seraient placés sous pression. Certains soutiendraient la fermeté américaine. D'autres appelleraient immédiatement à la retenue. Les divisions occidentales pourraient réapparaître. Les puissances rivales, elles, observeraient chaque faille. Russie, Chine ou autres acteurs stratégiques pourraient utiliser la crise pour affaiblir l'image américaine ou renforcer leur propre position diplomatique. Une frappe locale deviendrait alors un épisode de compétition mondiale.
Mais il existe un autre risque, souvent sous-estimé, la dynamique psychologique. Quand une frappe a lieu, chaque camp veut éviter l'image de faiblesse. Washington veut montrer sa détermination. Téhéran veut montrer qu'il ne cède pas. Les alliés veulent prouver leur crédibilité. Et c'est souvent dans cette logique d'honneur, de prestige et de dissuasion que les crises s'aggravent. Chacun pense répondre de manière contrôlée. Mais chaque réponse appelle une nouvelle réponse. C'est ainsi que l'escalade commence. Une reprise des frappes ne serait donc pas un simple geste tactique. Ce serait un choc stratégique mondial. Parce qu'elle toucherait en même temps la sécurité régionale, l'économie mondiale, les équilibres diplomatiques et la perception de la puissance américaine. La vraie question n'est donc pas seulement « les États-Unis peuvent-ils frapper ?» La vraie question est « peuvent-ils frapper sans perdre le contrôle de ce qui suivra ?» Pour Donald Trump, une démonstration de force à l'étranger peut sembler politiquement avantageuse. Dans l'histoire américaine, les présidents ont souvent utilisé les crises internationales pour afficher l'image la plus recherchée en période de tension, celle du chef. Un président qui décide. Un président qui protège. Un président qui agit pendant que les autres débattent. Et dans le cas de Trump, cette logique est encore plus forte. Son style politique repose largement sur la projection de puissance, la confrontation assumée et la capacité à apparaître imprévisible face à ses adversaires. Une reprise des frappes contre l'Iran pourrait donc lui offrir plusieurs bénéfices immédiats. D'abord, elle recentrerait l'attention publique. Les polémiques intérieures, les divisions partisanes ou les critiques économiques passeraient temporairement au second plan. L'actualité se déplacerait vers la sécurité nationale. Et sur ce terrain, un président en exercice dispose souvent d'un avantage naturel. Ensuite, cela pourrait renforcer son image auprès d'une partie de son électorat. Certains soutiens valorisent la fermeté, la rapidité de décision et le refus de paraître faible face à un adversaire extérieur. Dans cette lecture, agir contre l'Iran serait présenté comme une preuve de leadership. Troisième avantage possible, le message envoyé à l'international. Trump pourrait chercher à montrer que, malgré les débats internes, les États-Unis restent capables de frapper vite et fort. Autrement dit, transformer une action militaire en démonstration de crédibilité. Mais cette logique comporte un risque majeur. Car l'effet politique positif d'une frappe est souvent immédiat et très court. Alors que les conséquences, elles, peuvent durer longtemps. Si l'opération reste limitée, rapide et sans coût visible, Trump peut en tirer un bénéfice temporaire. Mais si les frappes entraînent représailles, pertes humaines ou crise énergétique, l'équation change brutalement. Le soutien peut s'effondrer. Les critiques peuvent exploser. Les questions deviennent alors redoutables, pourquoi avoir frappé? Quel était l'objectif réel? Existe-t-il une stratégie de sortie? Le pays est-il entraîné dans un conflit plus large? L'histoire américaine offre plusieurs exemples où une opération présentée comme ciblée a fini par ouvrir un cycle plus lourd politiquement. Car il est souvent plus simple de lancer une action militaire que d'en maîtriser les suites. Il existe aussi un risque personnel pour Trump, si la crise se prolonge, il ne pourra plus se présenter uniquement comme celui qui agit. Il deviendra celui qui porte les conséquences. Hausse du pétrole. Instabilité mondiale. Pertes éventuelles. Usure politique intérieure. Et dans ce cas, l'opération pensée comme démonstration de force peut se transformer en piège politique. Autrement dit, frapper est parfois simple. Contrôler les conséquences l'est beaucoup moins. La vraie question n'est donc pas seulement « Trump peut-il gagner quelques jours politiquement ?» La vraie question est « peut-il gagner durablement après avoir ouvert une nouvelle crise ?» Nous entrons maintenant dans la phase la plus dangereuse d'une crise internationale, celle où les intentions réelles deviennent floues, mais où les conséquences potentielles deviennent immenses. Les discours se durcissent. Les armées se préparent. Les marchés réagissent. Les alliés s'interrogent. Et personne ne sait encore si l'on se dirige vers une simple démonstration de force, ou vers un basculement stratégique. À ce stade, 3 scénarios principaux se dessinent. Premier scénario, la pression reste verbale, c'est l'option la moins spectaculaire, mais souvent la plus rationnelle. Washington multiplie les avertissements. Renforce sa présence militaire. Déploie navires, avions, systèmes de défense. Fait fuiter l'existence de plans de frappe. Mais sans passer à l'acte. L'objectif serait clair,
faire pression sur Téhéran sans ouvrir un conflit réel. Dans ce cas, la menace militaire devient un outil diplomatique. On montre les muscles pour éviter d'avoir à frapper. Cette stratégie peut fonctionner si l'Iran choisit la retenue. Mais elle comporte aussi un danger, si les menaces sont répétées sans action, elles peuvent perdre en crédibilité. Téhéran pourrait conclure que Washington bluffe. Et une menace perçue comme vide encourage parfois davantage de provocation. Deuxième scénario, frappe limitée ET ciblée, c'est souvent l'option privilégiée lorsqu'un président veut agir, sans déclencher une guerre totale. Des frappes précises contre des infrastructures militaires, des bases, des capacités jugées menaçantes ou des acteurs liés à l'Iran. Le message serait double, punir un comportement jugé inacceptable et rétablir la dissuasion. Sur le papier, ce scénario semble contrôlable. Mais dans la réalité, rien ne garantit qu'il le reste. L'Iran pourrait choisir une réponse calibrée. Ou au contraire répondre plus fortement pour éviter l'image de faiblesse. Et même une riposte modérée peut enclencher une nouvelle salve américaine. C'est le mécanisme classique de l'escalade graduelle, chaque camp pense rester mesuré, mais la somme des réponses produit une crise plus large. Troisième scénario, l'escalade incontrôlée, c'est évidemment le scénario que tout le monde redoute. Une frappe provoque une riposte. La riposte entraîne une contre-riposte. Les alliés régionaux sont impliqués. Les bases américaines deviennent des cibles. Les routes énergétiques sont menacées. Les marchés paniquent. Les chancelleries perdent le contrôle du tempo. Et soudain, une opération présentée comme limitée se transforme en crise régionale majeure. Ce type d'escalade ne naît pas toujours d'un plan volontaire. Il naît souvent d'erreurs de calcul, d'orgueil politique, de mauvaise lecture de l'adversaire, ou simplement du refus de reculer après le premier choc. Le facteur le plus dangereux, l'incertitude, mais au fond, le facteur le plus risqué n'est peut-être ni la frappe, ni la riposte. C'est l'incertitude. Personne ne connaît exactement les lignes rouges de l'autre camp. Personne ne sait jusqu'où Trump veut aller. Personne ne sait jusqu'où Téhéran est prêt à répondre. Et quand deux adversaires armés agissent dans le brouillard stratégique, le danger augmente brutalement. Une erreur d'interprétation peut suffire. Un incident isolé peut déclencher une chaîne d'événements. Un geste tactique peut devenir un tournant historique. C'est eux qui est ce JOUE vraiment. La vraie question n'est donc pas seulement « les États-Unis vont-ils frapper ?» La vraie question est « si quelque chose commence maintenant, qui pourra encore l'arrêter ?» Car dans ce type de crise, il est souvent plus facile d'ouvrir la porte que de la refermer. La vraie question n'est donc peut-être pas simplement « les États-Unis vont-ils frapper l'Iran ?» Car une frappe, en soi, n'est qu'un instant. Quelques minutes d'opération. Quelques objectifs visés. Un message envoyé. Mais ce qui compte réellement, c'est tout ce qui vient après. La vraie question est donc bien plus lourde, les États-Unis peuvent-ils agir, sans déclencher quelque chose de beaucoup plus vaste? Face à l'Iran, aucune opération militaire n'existe dans le vide. Chaque missile peut entraîner une réponse. Chaque réponse peut pousser à une nouvelle riposte. Chaque riposte peut entraîner d'autres acteurs régionaux. Et soudain, une décision présentée comme limitée peut dépasser totalement son cadre initial. C'est ce qui rend cette crise si dangereuse. Nous ne parlons pas seulement de deux pays opposés. Nous parlons d'une région traversée par des rivalités anciennes, des routes énergétiques vitales, des alliances fragiles et des tensions permanentes. Autrement dit, un simple choc local peut produire des ondes mondiales. Le pétrole peut bondir. Les marchés peuvent décrocher. Les alliances peuvent se tendre. Les opinions publiques peuvent se radicaliser. Et les grandes puissances peuvent exploiter le chaos pour avancer leurs propres intérêts. Mais il existe un autre enjeu, plus profond encore, la crédibilité américaine. Si Washington menace sans agir, certains y verront un signe d'hésitation. Si Washington agit sans stratégie claire, d'autres y verront de l'improvisation. Si Washington frappe puis perd le contrôle de la suite, ce serait un signal de fragilité. Dans tous les cas, la décision américaine sera scrutée partout, à Téhéran, à Moscou, à Pékin, à Tel Aviv, dans les capitales européennes, et sur les marchés du monde entier. Car lorsqu'une superpuissance agit, ce ne sont pas seulement ses ennemis qui observent. Ce sont aussi ses alliés. Et parfois, les alliés jugent plus sévèrement encore. Les prochaines heures peuvent donc compter davantage qu'il n'y paraît. Un discours peut calmer la situation.
Un ordre peut l'embraser. Une hésitation peut encourager une provocation. Une démonstration de force peut produire l'effet inverse. Dans les grandes crises, le danger ne vient pas toujours d'une volonté de guerre. Il vient souvent d'un enchaînement mal maîtrisé. La vraie question finale est donc celle-ci: Washington cherche-t-il à empêcher la guerre, ou s'approche-t-il dangereusement du moment où personne ne pourra plus l'arrêter? Car parfois, l'histoire bascule non pas dans le fracas du premier missile, mais dans les minutes silencieuses qui le précèdent. Selon vous, Trump bluffe-t-il pour faire pression, ou prépare-t-il réellement une reprise des frappes? Les États-Unis contrôlent-ils encore la situation, ou entrent-ils dans une zone dangereuse? Dites-le en commentaire. Et abonnez-vous à Geopolitica News pour suivre les grandes tensions, les crises majeures et les rapports de force qui redessinent le monde. Selon vous, Donald Trump bluffe-t-il pour faire pression sur l'Iran, ou prépare-t-il réellement une reprise des frappes américaines? Les États-Unis maîtrisent-ils encore totalement la situation, ou assistons-nous au début d'un engrenage beaucoup plus dangereux? Washington cherche-t-il à restaurer la dissuasion, ou risque-t-il au contraire de provoquer l'escalade qu'il voulait éviter? Et surtout, si une nouvelle frappe a lieu, pensez-vous qu'elle restera limitée, ou qu'elle pourrait embraser toute la région? Votre avis m'intéresse vraiment, parce que sur ce type de crise, il n'existe jamais une seule lecture. Il y a la lecture militaire, la lecture politique, la lecture économique et la lecture géopolitique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez réellement: index revers pointant vers la droite blanc, Trump bluffe ou vraie préparation militaire? Index revers pointant vers la droite blanc, l'Iran reculera ou répondra? Index revers pointant vers la droite blanc, le Congrès peut-il freiner Washington? Index revers pointant vers la droite blanc, sommes-nous à quelques jours d'un tournant majeur? Je lis vos analyses et je réponds à un maximum de commentaires. Si cette vidéo vous a apporté un éclairage clair, rapide et sérieux sur la situation, pensez à laisser un like, cela aide énormément la chaîne à se développer. Partagez aussi cette vidéo à ceux qui veulent comprendre ce qui se joue vraiment derrière les gros titres. Et surtout, abonnez-vous à Geopolitica News dès maintenant. Ici, on décrypte sans filtre les grandes tensions mondiales, les rapports de force cachés, les crises qui peuvent changer l'équilibre international avant qu'elles n'explosent partout dans l'actualité. Activez la cloche pour ne rien manquer. Parce que dans les prochaines heures, la situation peut évoluer très vite.